La crise des Gilets jaunes, toujours et encore, avec cette crise sociale dont la France cherche l'issue, la sortie. Et tout cela dans un contexte électoral bientôt, puisque les élections européennes ont lieu le 26 mai, comme vous le savez. C'est avec un député européen que nous sommes ce matin, député de la République, des Républicains, et qui sera d'ailleurs candidat encore à sa réélection pour le 26 mai, toujours avec les Républicains en troisième de la liste de ce parti de droite. Arnaud Danjean, bonjour. Bonjour. Alors, d'où peut-être mon lapsus tout à l'heure, vous avez été proche d'Alain Juppé, vous l'avez soutenu lors de la primaire à l'intérieur de votre parti il y a 2 ans. Il se met en retrait de la vie politique puisqu'il entre au Conseil constitutionnel. Vous regrettez ce retrait ? Non, c'est son choix. Moi, je n'ai plus de contact fréquent avec Alain Juppé. Je respecte Et son commentaire en disant la vie est violente aujourd'hui, la vie politique est violente. Je crois que... Mais de la même façon... Vous le ressentez vous aussi ? Oui, on le ressent tous. Enfin, je veux dire, tout élu honnête qui fait son travail, et en particulier pour des élus qui ne sont pas des élus hors sol et qui font leur travail de terrain, ils sentent d'abord cette violence à l'intérieur de la société, ils sentent cette tension, et donc évidemment, ils servent aussi d'exutoire, parfois. Moi, ça m'arrive aussi chez moi. Voilà, on sent ça, effectivement. Et la violence du débat public, c'est une évidence, et c'est malheureusement quelque chose avec lequel il faut désormais apprendre à vivre, à débattre, et c'est pas forcément la meilleure chose pour nos démocraties. Bien sûr. Vous avez finalement tourné le dos alors à la liste centrale, qu'appelait de ses voeux d'ailleurs Alain Juppé pour l'élection européenne, avec le centre, La République En Marche, le Modem. Et à un moment, on vous attendait sur cette liste, et puis finalement non. Non, parce que autant... Pourquoi ? Mais je vais vous dire très sincèrement les choses. J'ai fait partie des gens qui ont été un peu ébranlés par ce qui s'est passé en 2017. Ce séisme politique, la reconfiguration qui se passait. C'est vrai que j'ai été troublé par ce qui se passait, et j'ai fait partie des gens qui, sur les questions européennes, je précise bien les questions européennes, quand le président Macron a fait son discours de la Sorbonne, il y avait des convergences possibles, il y avait des compatibilités. Quand vous rapprochez le discours d'Emmanuel Macron en septembre 2017 de celui que tenait par exemple Nicolas Sarkozy quand il présidait l'Union européenne en 2008, c'était pas totalement incompatible. Donc il y avait un côté intéressant, il y avait une curiosité, si vous voulez. Et puis très vite, les lignes se sont reformées, j'allais dire. Vous fustigez les lignes fédéralistes, justement, d'Emmanuel Macron, mais j'ai eu beau chercher, je vois à aucun moment d'ailleurs le mot fédéral est prononcé. Non, parce que c'est quelqu'un d'habile, donc qui connaît les mots qui fâchent dans le débat public français. Donc c'est des mots qu'on ne va pas beaucoup voir ressortir pendant la campagne. Mais il y avait quand même des orientations et des alliances, parce que M. Macron a fait une alliance avec le groupe politique de Guy Verhofstadt, le groupe libéral centriste, pardon. C'est un parti objectivement fédéraliste qui prône, c'est-à-dire sur toutes les questions. Sur toutes les questions qui se posent, c'est un parti qui prône plus d'intégration européenne, plus de fédéralisme, plus de supranationalité. C'est ça la définition. Chose dans lesquelles nous ne reconnaissons pas. Donc si vous voulez, très vite les élites se sont reformées, et moi j'ai bien compris que l'impasse d'abord de ce faux clivage nationaliste progressiste, pour moi ça c'est vraiment quelque chose d'insupportable. C'est caricatural, c'est simplificateur et c'est dangereux. Quand vous prenez enjeu par enjeu du débat européen, vous n'arrivez pas à remplir ces cases selon cette logique. Et puis deuxièmement, c'est dangereux, parce que c'est la transposition au niveau européen d'une logique française qui est « moi ou le chaos ». Vous avez vu où nous en sommes aujourd'hui en France. On n'est pas loin du chaos quand même. Donc moi, je ne crois pas à ces stigmatisations, à ces divisions, à ces clivages qui sont très artificiels, qui sont très tactiques. Et je crois qu'il faut faire vivre la pluralité. Vous avez vu la une du journal aujourd'hui, du Figaro, où justement on parle de la montée et de la progression des populistes. Vous avez peur que ces populistes... Je suis d'ailleurs cité dans l'article, parce que j'ai eu votre correspondante à Bruxelles. Mais est-ce que vous redoutez qu'ils atteignent un niveau important au sein du Parlement européen, qu'ils aient même une minorité de blocage? Non, ça, je n'y crois pas beaucoup. Et moi, je suis un démocrate, donc d'abord, je respecte la pluralité. Qu'on ne peut pas dire qu'on est attaché à la démocratie libérale et puis commencer à exclure des gens et à les stigmatiser. Donc moi, je suis attaché au débat et à la pluralité. Donc il se passera ce qui se passera aux élections. Les groupes populistes seront sans doute plus représentés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Moi, je relève une chose, vu d'où je suis au Parlement européen, c'est l'hétérogénéité des mouvements populistes. Il y a beaucoup de contradictions entre eux. Et d'ailleurs, au Parlement européen aujourd'hui, vous avez déjà plusieurs groupes populistes. Alors, on vous attendait. Alors, du coup, sur la liste des Républicains, vous y êtes, mais on s'est dit, bon, il sera peut-être tête de liste, mais vous avez des relations en dents de scie quand même avec Laurent Wauquiez, non ?
Non, non, on n'a pas de cadavre dans les placards avec Laurent Wauquiez. Non, non, on a eu des orientations différentes, des orientations politiques différentes et assumées, dont on a discuté. Convaincu. C'est un Européen. Et c'est ce qui m'a rassuré. Et quand je vous ai dit qu'après des moments d'hésitation, il n'y avait plus d'hésitation du tout de ma part, c'est parce qu'on a eu ces discussions très claires avec Laurent Wauquiez sur les orientations. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans ce trio qui est présenté, représentant chacun d'entre vous une sensibilité de la droite, Monsieur François-Xavier Bellamy plutôt conservatrice, Madame Mevren plutôt chef d'entreprise, et vous-même très européen, ça vous va? Très européen, raisonnablement européen, de façon réaliste, pragmatique. Je suis un pragmatique avant tout. Quelle expérience de l'Europe? Oui, et qui pense que l'Europe, l'Europe a. Vous vous sentez à l'aise avec François-Xavier Bellamy? Très bien. Ah oui, très bien. Qui a été beaucoup critiqué quand il a été nommé dans les médias et les très observateurs. Très injustement, parce que je trouve que c'est une Vous avez personne la de même qualité. conception de l'Europe? Je ne suis pas certain qu'on ait la même conception sur tout, et c'est ce qui fait la richesse de notre liste, mais ce dont je suis certain, c'est qu'on ne peut pas en permanence fustiger l'Europe technocratique, l'Europe sans âme, l'Europe qui perd ses racines, et puis le jour où on nomme en tête de liste, et c'est un mouvement fort, quelqu'un qui a des convictions, quelqu'un qui a de l'intelligence, quelqu'un qui a de la culture, tomber sur lui en disant « mais il ne connaît rien à l'Europe, il n'est pas adapté pour la fonction ». Moi je pense que c'est très bien, je suis tout à fait satisfait de ce choix, et je m'entends très bien avec François-Xavier Bellamy, je trouve que c'est une belle intelligence. C'est pas l'opinion de M. Guérini, qui est le patron de La République En Marche, qui dit que tant mieux. Vous portez des visions incompatibles. Ah, sans doute, oui. On a sans doute beaucoup d'incompatibilités. Non, je parle avec M. Bellamy. Moi, j'ai beaucoup d'incompatibilités avec les visions de M. Guérini, si tant est qu'il en ait et qu'il les exprime clairement. Non, moi, je n'ai pas d'incompatibilité avec les visions européennes de François-Xavier Bellamy. On peut avoir des positionnements différents sur les sujets de société. C'est quoi votre Europe, dont on a beaucoup parlé. Mon Europe, c'est une Europe pragmatique. Oui, mais ça, c'est un mot valise. Non, pas du tout. C'est très concret parce qu'à notre droite, vous avez des gens qui sont furieusement anti-européens et qui vocifèrent et qui votent contre tout ce que fait l'Europe. Chez Dupont-Aignan et chez Mme Le Pen. Mme Le Pen dit le contraire. Elle ne veut pas sortir de l'Europe, elle ne veut pas sortir de l'euro. Parce qu'elle a changé, justement. Mais nous, on n'a pas changé. On a toujours été sur une ligne pragmatique, c'est-à-dire l'Europe, on en a besoin. Évidemment, pour faire face à certains défis qu'on ne peut pas régler tout seul dans la mondialisation. Quelle est la grande différence entre vous et la liste centrale, par exemple, sur l'Europe? La différence, elle est d'abord sur le respect des identités européennes. Quand je vois que la liste centrale se bâtit sur le rejet de ce qu'ils appellent les populistes, en mettant tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire de Salvini à Orban, en passant par Kurz. Kurz et Orban, ils sont dans ma famille politique. Moi, je dialogue avec eux, je parle avec eux. Je ne stigmatise pas ces gens-là parce qu'ils ont une vision différente de l'Europe. Quel a été votre vote quand il y a eu le vote? Je me suis abstenu sur Orban. C'est pas très courageux. Si, c'est au contraire une abstention de conviction parce que je pensais que M. Orban devait être mis sous surveillance pour les attaques éventuelles à l'état de droit, mais je pensais qu'il ne devait pas être stigmatisé pour des questions qui ne relevaient pas du Parlement européen. Si M. Orban ne veut pas de migrants, c'est pas à nous de lui en imposer. Et donc c'est pour ça que je me suis abstenu, parce que le texte ne portait pas que sur l'état de droit, mais insidieusement avait été introduit des éléments sur la politique familiale, sur la politique migratoire, qui n'avaient pas à être tranchés par le Parlement européen. Alors néanmoins, la campagne n'est pas ouverte encore officiellement, même si elle est un peu dans les têtes. Et on regarde les sondages, c'est bien compliqué. Vous avez du mal à vous faire entendre d'une certaine façon. Les sondages vous donnent en deçà de 10%. Je crois qu'il n'y a pas eu de sondage depuis qu'il y a eu l'annonce du trio de tête de liste. Donc on verra ce que ça donne. Il y a une campagne, ça sert à ça une campagne. Et comme le disait très justement Laurent Wauquiez, si on se fie au sondage, Alain Juppé serait président. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'avais soutenu à la primaire. Je ne suis pas inquiet, non, c'est une campagne. Moi je suis inquiet surtout par une chose, c'est-à-dire la violence et l'irrationalité des débats. Parce que l'Europe mériterait un débat plus apaisé, argument contre argument, plutôt que de partir dans des délires et des fantasmes comme on va en avoir sur tous les plateaux. C'est un peu ça qui m'inquiète. Pour le reste, on verra. Vous n'avez pas le sentiment que les Républicains sont pris en sandwich entre une part de l'électorat de droite qui est partie justement chez M. Macron parce qu'elle est, aussi le sens de ma sur les entreprises tout à fait compatible, et puis une autre partie qui est allée chez Mme Le Pen parce qu'ils veulent de l'identité, de la sécurité, des choses comme ça. Eh bien justement, c'est un peu le sens de ma candidature, et c'est le sens de ce trio, c'est de reparler à toute la droite qui s'est un peu disséminée après le bouleversement qu'on a connu en 2017. Et moi je suis là aussi pour décomplexer. Vous avez perdu le peuple en fait, non? Non, je ne crois pas. Ah bon? Mais vous savez, une des choses qui m'a convaincu de rester aux Républicains, ça a été l'ancrage local. Parce que moi, quand je suis en Bourgogne-Franche-Comté, j'ai beaucoup d'élus autour de moi, des maires, des conseillers départementaux, des députés, qui sont des députés de terrain, effectivement, qui ne passent pas leur journée sur les plateaux de télé, mais qui sont des gens bien ancrés dans leur territoire, reconnus dans leur territoire, très proches du peuple, et ces gens-là sont incontestés et incontestables. Et ces gens-là, on en a beaucoup dans notre famille politique. C'est ça qu'il faut qu'on fasse revivre. Alors, on parle beaucoup aussi du retour des djihadistes, c'est une des questions sur lesquelles
vous êtes particulièrement compétent. Il y a eu un changement de doctrine qui a été du gouvernement français. Oui, très confus d'ailleurs. Qui a été engendré, pas si confus que ça, mais qui a été engendré par un changement géopolitique. Il y a eu confusion sur les chiffres. Qu'est-ce qu'on fait avec les djihadistes? Il y a eu confusion. Non, mais en dehors des chiffres, sur la doctrine. Sur la doctrine, ces gens ont vocation à être jugés là où ils ont sévi. Oui, mais quand ils sont jugés et qu'on ne peut pas les garder sur place. Et si d'aventure certains d'entre eux ont commis des actes qui touchaient directement la France et nos compatriotes, ces gens-là, moi je suis pour qu'on les ramène en France, qu'on les juge en France, qu'on les incarcère en France parce qu'ils doivent rendre des comptes à des victimes françaises. Pour les autres qui sont partis faire le djihad, ils sont là-bas, qu'ils répondent de leurs actes là-bas. Oui, mais quand les Kurdes vous disent on ne peut plus les garder. C'est un peu plus compliqué que ça. Syriens, les négociations évidemment, ne sont pas vraiment... Il n'y a pas que les Kurdes et les Syriens, les Irakiens. Copains avec nous, et ils n'ont pas non plus aussi... C'est des bombes humaines dans la nature oui et non. En puissance, ces gens-là? Oui et non. D'abord, l'Irak est en mesure d'en juger un certain nombre. Je parle de la Syrie et oui, mais vous avez Nord. bien vu que ce qui se passe aujourd'hui avec les Kurdes aussi, c'est qu'un certain nombre d'entre eux sont envoyés vers l'Irak, où les structures... Ça, vous êtes d'accord avec ça? Oui, absolument, tout à fait. En plus, je suis allé en Irak il n'y a pas très longtemps, on a discuté de ce sujet avec les autorités irakiennes, elles sont tout à fait bien placées pour faire ce travail. En plus, j'entends, ils vont être remis dans la nature. S'ils sont remis dans la nature à Manbij, ils vont tout de suite repartir dans un groupe terroriste. On ne peut rien faire pour empêcher ça. Moi, écoutez, je pense qu'il y a aussi là, beaucoup de fantasmes dans les deux sens. C'est un sujet sensible. Oui, mais il n'y a pas un mensonge en disant non, mais il faut qu'ils restent là-bas et tout, alors que bon, on sait très bien que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vrai qu'un certain nombre c'est vrai qu'un certain nombre de responsables des services de sécurité, qui ne sont pas des gens naïfs et angéliques, on préférerait les avoir sous la main, effectivement. Mais moi, je veux être sûr que si on les a sous la main, c'est vraiment qu'on peut les judiciariser à bon escient pendant longtemps. C'est le discours qui est tenu. Et alors, c'est vrai qu'il y a des dispositions légales qui permettent aujourd'hui d'incarcérer quiconque est parti faire le djihad, mais il faut s'assurer vraiment que les peines soient exécutées et que la judiciarisation ne conduise pas à des processus très très longs qui se terminent finalement par une remise en liberté au bout de quelques mois ou quelques années. Il faut faire attention à ça. Arnaud Danjean, il y a la crise des Gilets jaunes dans notre pays. Comment on en sort? Par un référendum? Je ne suis pas certain. Moi, le référendum peut être utile dans certains cas. Je crois qu'il y a des revendications qui portent essentiellement aujourd'hui, pour moi, celles qui sont les plus légitimes, qui sont les plus nobles et qui sont aussi sans doute les plus représentatives de ce mouvement, c'est des revendications sur le pouvoir d'achat. Je doute qu'on puisse sortir de revendications sur le pouvoir d'achat sur le référendum. Le référendum, c'est pour des questions institutionnelles. Qu'est-ce qu'on fait sur le pouvoir d'achat? Sur le pouvoir d'achat, il faut prendre des mesures économiques. Vous savez, le cœur du problème, il n'a pas changé depuis plus de 10 ans. On avait le constat. Moi, je me suis engagé en politique en 2007, au moment de la campagne de Nicolas Sarkozy. J'ai trouvé cette campagne formidable. Je trouve que quand on regarde la campagne de 2007, les mêmes thèmes restent au cœur du débat français. Le travail doit rapporter plus que l'assistanat. Moi, c'est ce que je vis sur mon territoire, avec une paupérisation et un nivellement par le bas. Il y a eu la droite, il y a eu la gauche, on est toujours au même point. Et malheureusement, effectivement, les décisions sans doute radicales n'ont pas été prises par rapport à des budgets sociaux qui sont colossaux et dont on voit qu'aujourd'hui, ils ne servent pas à faire sortir les gens de la précarité et surtout à les remettre dans la machine de l'emploi. Et ça, c'est consternant parce que ce n'est pas qu'un problème sonnant et trébuchant, ça devient un problème mental, psychologique, moral, et ça mine notre société. Donc là, on a vraiment le nœud gordien, il est là. Et c'est un problème fiscal, c'est un problème de pouvoir, de revenus. Quand vous voyez les faibles revenus des gens, mais que les entreprises payent très cher, 1 200 € à la fin du mois, et vous payez 2004 une entreprise. C'est un problème de charge et de fiscalité. On est avec Arnaud Danjean, le député européen Les Républicains. Et on continue avec vos questions, chers internautes, et Corentin Suire qui vient nous rejoindre dans le studio. Bonjour Corentin. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Danjean. Bonjour. Alors, vous avez eu un accrochage avec Nicolas Dupont-Aignan sur Twitter à propos de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Eric estime que de tels échanges entre dirigeants de droite ne peuvent que servir les européistes et la République en marche. Quel est votre avis là-dessus? D'abord, j'aime pas les européistes. Ça veut dire, moi, je suis européen. D'abord, je suis génétiquement un Européen et je suis par conviction un Européen raisonnable, pragmatique et réaliste. L'échange que j'ai eu avec Nicolas Dupont-Aignan, il était truffé de procès d'intention. La Turquie, c'est très simple. Les Républicains, mais depuis des années, ont dit non à l'adhésion de la Turquie. Donc, on ne peut pas dire plus simplement les choses. Après, ce qu'on nous reprochait, c'est de voter au Parlement
Parlement européen des fonds dits de préadhésion. Alors j'avoue que le langage est mauvais parce que c'est des fonds dits de préadhésion, c'est une erreur. C'est des fonds de voisinage pour soutenir les pays qui sont dans l'environnement de l'Union européenne. Mais on peut tout à fait être contre l'élargissement de l'Union européenne, et c'est notre position, c'est notre cas, et en même temps dire c'est quand même dans l'intérêt de l'Europe d'avoir à ses frontières des pays stables. Et donc on ne va pas couper les fonds à des pays qui nous entourent, en particulier quand ces fonds sont destinés à lutter contre l'immigration clandestine et à rétablir des contrôles aux frontières. Sur Twitter toujours, vous avez parlé d'une insupportable ingérence de l'Italie dans notre vie publique. Et l'internaute Signe vous interpelle sur ce point. Quand Macron reprochait publiquement la position de l'Italie sur les migrants, n'est-ce pas aussi de l'ingérence caractérisée? Le tweet que j'avais mis à l'époque de cette crise avec l'Italie, la semaine dernière, c'était que je trouvais que l'intervention de M. Di Maio était particulièrement inacceptable. Quand il est venu voir des Gilets jaunes. D'ailleurs, j'ai discuté avec des responsables au Parlement européen du mouvement 5 étoiles qui ont reconnu que c'était maladroit et qui s'étaient largement fait piéger parmi les gens qu'ils ont rencontrés avec les Gilets jaunes. Donc je trouve que c'est une insupportable ingérence. La France a eu raison de rappeler son ambassadeur pendant une semaine. Oui. Il est reparti aujourd'hui. Oui, il est reparti aujourd'hui. Il fallait marquer le coup. Moi, je suis patriote et je n'aime pas qu'on vienne s'ingérer dans les affaires de mon pays. En revanche, dans le même tweet, j'avais dit que ceci était aussi la résultante d'un climat largement créé par M. Macron avec son clivage excessif entre les nationalistes infréquentables, les populistes et la lèpre infréquentable, dans laquelle il mettait Salvini, Orban, j'en passe d'autres, et les progressistes. Ce clivage, voilà à quoi ça conduit. Donc moi, je ne veux pas dire que je renvoie dos à dos parce que je n'aime pas que M. Di Maio vienne faire le pitre chez nous, mais en revanche, je pense que la doctrine du président de la République est extrêmement néfaste pour l'unité européenne. L'internaute Imagine pense que Airbus commet une grave erreur en arrêtant la production de la 380. Est-ce que vous êtes de son avis? Alors ça, c'est des choix très techniques, techniques et commerciaux et industriels. Moi, je n'estime pas avoir la compétence aéronautique pour dire si c'est un bon choix ou pas. Ce que je constate, c'est que de toute façon, Airbus continue de bien tenir la route avec d'autres modèles qui ont des carnets de commandes pleins. Airbus marche bien. Je me félicite aussi que Airbus va travailler, je l'espère, en bonne intelligence avec Dassault, qui sera le leader du prochain système de combat aérien franco-allemand. Donc voilà, il y a des bonnes nouvelles aussi dans l'aéronautique. La 380, c'est un choix industriel, c'est pas à moi de le commenter. Comment vous avez reçu le message de la Commission européenne qui refuse l'alliance Alstom, la fusion Alstom? Nous sommes exprimés avec Agnès Séverin et avec François-Xavier Bellamy sur ce sujet. C'est le mauvais visage de l'Europe, ça? Il y a deux niveaux. Il y a un niveau franco-allemand, si vous voulez, où tout n'a peut-être pas été bien conçu dès le départ dans cette fusion. Et puis sur le niveau strictement européen, les règles de concurrence, oui, il y a un décalage. Ces règles de concurrence ne sont plus adaptées au marché mondial d'aujourd'hui. Michel demande s'il est impossible de lutter contre la fraude fiscale. 100 milliards en France, 1000 à l'échelle de l'Europe. Non, ce n'est pas impossible de lutter contre la fraude fiscale. Il y a un certain nombre de dispositifs européens. Paradis fiscaux en Europe même. Oui, en Europe même. Donc c'est pour ça que la convergence fiscale va être un sujet extrêmement important. Je dis convergence fiscale, je ne dis pas harmonisation, parce que là, ça fait partie de mon ADN européen. Moi, je suis un Européen réaliste et pas du tout idéaliste. Je sais très bien que l'harmonisation, elle est très compliquée à obtenir en Europe, même s'il faut y tendre. La convergence fiscale, ça consiste aussi à ramener notamment les taux d'imposition sur les entreprises à des niveaux raisonnables pour tout le monde, parce que quand vous voyez qu'il y a des pays à 10% et d'autres comme la France à 30%, ce n'est pas tenable dans un marché unique. Dernière question. Anti-Mac, ne trouvez-vous pas que les médias en font un peu trop autour du grand débat? Oui, enfin, ce n'est pas les médias, c'est le président de la République lui-même qui en fait beaucoup autour du grand débat. Oui, vous savez, le président de la République, il y a quand même eu, je ne sais pas combien de réunions partout en France. Beaucoup de Français se passionnent pour ce débat. Oui, mais on retient quand même beaucoup celui qui se tourne autour du président de la République et de ses interventions. Il est venu dans mon département. Vous y étiez? Non, je n'étais pas invité, donc je n'y suis pas allé. Mais il est venu discuter avec des jeunes, donc je ne suis plus forcément dans le bon créneau d'âge. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même un côté un peu mis en scène, choquant aussi par rapport à la campagne qui va commencer. Il mord sur le temps de parole. Oui, je pense que objectivement ça se passe. Et quand je vois les réactions sur le terrain, on sent bien qu'il y a une opération reconquête politique qui va au-delà des thèmes du grand débat. Ce que je voulais dire aussi là-dessus, c'est que moi, ce qui me frappe, c'est que c'est très bien que le président dialogue avec les Français, les maires, les corps intermédiaires, tout le monde. Mais ça aurait dû être fait depuis longtemps. Ça montre une déconnexion originelle de ce pouvoir. Ça, c'est un des problèmes aussi. Est-ce que ce n'est pas le cas des prédécesseurs aussi? Je ne crois pas. Je crois qu'il y avait les prédécesseurs avaient quand même malgré tout
vous, avaient été dans des partis politiques qui ont ces ramifications. Ouais. Quand vous voyez les députés de La République En Marche, beaucoup d'entre eux sont totalement hors sol. Regardez ce qu'on a encore voté à l'Assemblée nationale cette semaine sur les parents. Enfin, je veux dire, on est complètement déconnecté. Donc le président fait sa phase de reconnexion. Pourquoi pas? Mais il ne faut pas être dupe. D'abord, c'est parce qu'il y a eu un péché originel de déconnexion avec les Français. Et donc, le grand débat, vous savez, les maires ou les élus de terrain, ils le font tous les jours avec leurs administrés. Hein. Alors, on connaît les 3 premiers noms de votre liste des Républicains pour les Européennes. Est-ce que vous souhaitez voir figurer des sortants pour leur réélection, comme Mme Rachida Dati, Mme Nadine Morano, M. Brice Hortefeux? Je souhaite que les sortants soient bien représentés parce qu'ils ont fait le travail. Tous? D'abord, il y a des sortants qui ne souhaitent pas se représenter, il y a des sortants qui ont des problèmes de cumul de mandats, chacun doit régler ça à titre personnel. Ouais. Moi, je souhaite que je souhaite 2 choses. Je souhaite que les sortants soient bien représentés parce qu'ils ont bien fait le travail. Et puis, vous savez, au Parlement européen, si on veut avoir de l'influence, tout le monde va se passionner jusqu'au 26 mai, mais derrière l'élection, il y a 50 boulots à faire, enfin, pour ceux qui veulent bosser. Donc, moi, je suis pour que les sortants qui ont envie de faire ce travail puissent être reconduits. Et je suis surtout pour une forte représentativité territoriale, parce que je crois que c'est clé par rapport, là aussi, à l'artifice qu'a fait M. Macron de recréer des listes nationales pour les européennes et déconnecter. Oui, mais je trouve qu'on avait gagné à avoir des listes territoriales. Je peux vous dire que moi, qui suis profondément enraciné chez moi en Bourgogne-Franche-Comté, ça fait une différence quand vous avez un député européen visible et identifiable sur les territoires. C'était Arnaud Danjean qui était dans les studios du Figaro ce matin. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, chers internautes, d'avoir été au rendez-vous du talk avec Corentin Suire qui s'est fait votre interlocuteur ce matin. Et puis à lundi, si vous le voulez bien.